Alors, je commencerai avec Frédéric Plasson. Frédéric Plasson, vous travaillez donc pour Harmonie Mutuelle. Une petite présentation. Harmonie Mutuelle, c'est la première mutuelle santé de France depuis septembre 2012. Il faut le signaler. Vous comptez 4,3 millions de personnes protégées et 58 000 entreprises adhérentes. C'est exact. Donc, vous avez ces deux volets-là. Et j'avais envie de vous poser cette question, Frédéric Plasson, pour commencer. On sait que dans les 30 prochaines années, les villes vont vivre des changements importants, la hausse de la démographie, une densité de population plus forte, l'allongement de la durée de vie. Est-ce que les mutuelles ne voient pas dans ce contexte de nouveaux défis à relever et est-ce qu'elles peuvent se contenter encore d'être de simples machines à rembourser les soins ? Alors la question dit comme ça engage déjà la réponse, mais bonjour à tous. Non, aujourd'hui je pense qu'effectivement Harmonie Mutuelle, vous l'avez dit, un positionnement de première mutuelle de France avec une actualité récente puisque la constitution d'un groupe important hier qui demain va couvrir 10 millions de personnes protégées, qui va de fait accompagner, je pense, un certain nombre de révolutions connues au sein des villes, mais connues et donc impactant en fait l'ensemble des habitants et des hommes et femmes que nous sommes dans notre parcours de vie. Aujourd'hui, être mutualiste, c'est accompagner ses adhérents dans leur parcours de vie, quel que soit le moment de la vie et quels que soient effectivement les difficultés, aussi les bons moments qui sont rencontrés. Ça veut dire que dans ces grandes villes, la démographie, on en a parlé ensemble, c'est quelque chose qui va exploser dans les prochaines années. On va avoir une démographie inversée avec un vieillissement de la population qui est certain. Comment est-ce que ce parcours de santé et ce parcours de soins va donc évoluer ? Et comment nous, on va accompagner ? Alors on le fait déjà aujourd'hui. On a une vocation à être une mutuelle technologique, humaine et multimétier, et de mettre la technologie au service des soins de santé. On y reviendra. Voilà, sur la santé dans le cadre de notre responsabilité. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut qu'on accompagne l'ensemble des populations et qu'on regarde effectivement à accompagner et à donner accès à des santé et à la santé de qualité à tous. Merci. Je me tourne vers Pascal Crambe. Vous faites partie du groupe promoteur du groupe Pitch Promotion, qui est un groupe de promoteurs immobiliers, marque aussi de Altea Cogedim. Altaria, Cogedim. Vous avez reçu récemment aux Pyramides d'Or une distinction, à savoir la Pyramide Vermeille de l'immobilier d'entreprise pour une opération de bureau, c'est ça, Thalès en Haute-Garonne. Et j'avais une question sur les besoins en logement. On sait que les besoins en logement sont de plus en plus importants dans les villes. Le précédent gouvernement avait annoncé, d'ailleurs, parler de la nécessité de création de plus de 500 000 logements. Comment est-ce qu'on peut concilier le quantitatif, c'est-à-dire cette forte demande, et un qualitatif, c'est-à-dire proposer une offre de qualité, tout en sachant que 80% du parc immobilier français est antérieur aux nouvelles réglementations thermiques. Alors comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec tout ça ? Eh bien, de toute façon, ce déséquilibre entre l'offre et la demande, au profit de la demande, existe, il est récurrent depuis quelques années et il est inquiétant si on le recale aux informations qui ont été données ce matin, à savoir que 50% de la population vit dans les villes aujourd'hui, que 65 en 2020 et 80 en 2050. Donc ce déséquilibre, il a deux raisons principales. Hein. La première, c'est que pour fabriquer du logement, c'est un process assez long. Il faut compter à minima 5 ans quand il n'y a pas les aléas des recours. Et la demande, elle s'exprime, elle est immédiate, voilà. Et le deuxième sujet, qui est le principal, si je puis dire, c'est la demande de terrain. Pour construire des logements, il faut des terrains, il faut libérer des terrains. Donc aujourd'hui, sauf à ce que les villes bénéficient, comme certaines, et Marseille notamment, de terrains industriels en centre-ville qu'elles peuvent réurbaniser par une politique voulue par les élus. La seule solution, c'est la densité et c'est d'aller chercher des terrains à l'extérieur. Donc Bordeaux le fait. Bordeaux a eu la chance d'avoir, après Marseille,
2 expériences, puisqu'ils avaient des terrains industriels en centre-ville, c'était les bassins à flot. Donc ils ont suivi le bel exemple de Marseille. Aujourd'hui, c'est une opération qui est quasiment terminée et ils s'intéressent à des territoires neufs en extension de la ville. On y reviendra après, puisque vous allez me poser une question là-dessus. On parlera effectivement d'extension. Voilà. Quant à l'offre, opposer le quantitatif au qualitatif, moi je vais répondre simplement. Hein. L'offre aujourd'hui, elle est garantie par 3 facteurs qui sont la concurrence entre les promoteurs. Il faut savoir qu'à Bordeaux, par exemple, il y a 65 promoteurs. Quand il y a un appel d'offres, il y a au moins 50 promoteurs qui répondent. Et donc, si on n'est pas qualitatif, je pense qu'on a peu de chances de gagner. La deuxième, ce sont les réseaux sociaux qui se chargent de vous faire une réputation, si d'aventure, donc qui la descendent plus vite que vous n'avez réussi à la bâtir. Et puis le troisième facteur, c'était, excusez-moi, les labels environnementaux, bien sûr, hein, qui vous classifient aujourd'hui les immeubles tous à l'unisson, si je puis dire. Voilà, donc la qualité, elle sera, à mon avis, préservée à l'avenir. Merci, Monsieur Cramp. Je me tourne vers Thierry Jacquinot. Les gares ont toujours été des lieux de passage. Hein, c'est des lieux à la croisée des parcours des usagers, et encore plus, c'est encore plus le cas dans les gares métropolitaines. La métropole Aix-Marseille, c'est 43 gares et c'est la 2e gare routière de la région. Donc c'est simplement pour poser quelques chiffres. Mais pour en revenir à vous, qui êtes directeur régional SNCF Gare et Connexions, puisqu'on parle de plusieurs types de gares, plusieurs définitions de gares, quelle serait pour vous la définition de la gare ? Bonjour à tous. Alors, il n'y a certainement pas une définition de la gare. Il y a des définitions de la gare. Et je vais peut-être commencer par un petit peu d'histoire. Donc, on avait juste avant une table ronde sur les ports, donc sur l'intégration sur la ville. Les gares, elles sont construites au 19e siècle, au début du 20e. Elles sont à l'extérieur des villes et les villes les rattrapent. Et si on refait l'histoire, c'est comme ça que ça s'est passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gares qui sont au cœur des cités, construites avec les mêmes pierres, qui partagent les mêmes trottoirs et qui sont, pour la plupart, à hauteur d'homme, ce qui fait dans les infrastructures de transport une particularité. Elles sont aujourd'hui au centre des villes et si on imagine un peu et si on se projette, si on veut arriver vite en centre-ville, si on veut dépasser des milliers de personnes pour arriver vite en centre-ville, il n'y a aujourd'hui que le transport ferré qui le permet, et grâce à nos aînés qui ont fait une infrastructure extraordinaire dans la métropole, mais comme partout en France, on a aujourd'hui ces bandes qui permettent de déplacer les hommes, de déplacer les marchandises sur le territoire, mais également au centre des villes. Ça, c'est la vision technique des choses, mais qui n'est qu'une vision partielle, qui est comment je suis en capacité d'être un vrai concentrateur de flux au sein de la ville, ce qu'à SNCF Gare et Connexions on appelle l'effet City Booster, mais la gare, ça va bien au-delà. Et c'est également un service que l'on va offrir aux usagers des différents transports. C'est des usages que l'on cherche à proposer à nos voyageurs. Et la gare, je dirais, elle va devenir un distributeur de temps utiles, de temps riche, le temps où on s'informe, on décide, on s'organise, on se cultive, on mange bien. Et c'est ça, je pense, les gares dans une Smart City ou en tout cas une grande métropole. Merci. Jean-Pierre Frémont, je me tourne vers vous. Vous êtes donc directeur collectivité chez EDF, mais également président de filiale, hein, la filiale TIRU, filiale valorisation énergétique des déchets, si je ne m'abuse, également la Sodetrec, filiale mobilité électrique. Ça nous permettra de parler aussi des modèles de mobilité électrique. Mais EDF, d'abord une question générale, c'est une société française à vocation mondiale qui mise sur l'innovation et qui est confrontée également à de nouveaux modèles économiques dans les villes. On peut penser aux écoquartiers, on peut penser aux circuits courts d'énergie décentralisés. Aujourd'hui, donc, EDF fait partie de ces acteurs qui se transforment. Comment vous construisez des écosystèmes d'innovation, voire de disruption ? Est-ce qu'on peut parler de disruption pour se projeter dans les années à venir, puisque le titre principal de ce forum est Hypermétropole à horizon 2030.
et pour faire face aussi à ces nouveaux modes de vie et aux nouveaux modes de déplacement sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Bien, merci et bonjour à toutes et à tous. Et puis, bravo à Marseille. Je ne peux pas commencer mon propos sans féliciter Marseille, Marseille Métropole, Marseille Ville-Monde et puis, depuis hier soir, Marseille Ville Olympique. Donc, quid de la Ville-Monde dans un monde olympique? Ce sera une question intéressante à poser d'ailleurs. Donc, pour en revenir à votre question, je dirais effectivement que d'abord nous appréhendons le sujet de manière extrêmement modeste, parce que comme Pascal l'a rappelé tout à l'heure, passer dans un monde urbanisé à 50%, à 70%, à 80% dans ce siècle, effectivement, relève d'une mutation qui nous amène à être extrêmement modeste sur l'appréciation qu'on a des évolutions en cours. Je dirais que pour ce qui nous concerne, dans les défis que nous avons intégrés, il y a évidemment en premier lieu l'intégration des flux de population, de massification, la maîtrise démographique, la maîtrise des flux migratoires. On parle souvent des flux migratoires externes, mais il y a énormément de flux migratoires internes, puisque l'essentiel des populations viennent s'agréger sur le littoral des continents dans le monde. De la même façon, on parle souvent de la compétitivité, de la compétition des entreprises ou entre les entreprises. On parle très peu de la compétition entre les territoires. Nous sommes aussi dans un monde en compétition où le critère numéro 1, c'est celui de l'attractivité économique de ces métropoles. À partir de là, ce qui devient essentiel, c'est la qualité, évidemment, des services aux habitants et des services aux populations, avec la maîtrise des impacts sur l'eau, sur la gestion des déchets, sur la production de CO2. Et la nécessité, c'est la spécialité d'EDF dans le secteur de l'énergie, mais il vaut pour l'ensemble des approvisionnements en eau, en énergie et demain en haut débit avec le numérique. Je rappellerai que sur les 600 plus grandes villes mondiales, un très grand nombre d'entre elles n'ont pas un accès régulier et permanent à l'eau potable. Et puis, c'est l'adaptation de ces villes-mondes au changement climatique, ce qu'on appelle des enjeux associés à la résilience. Je crois que ça, et des risques associés. On a vu encore cet été le nombre d'exemples, hélas, qui se démultiplient depuis ces dernières années, qui provoquent des systèmes de rupture à l'intérieur de ces espaces urbains. Alors, ça nous amène évidemment à voir et à essayer de comprendre et à essayer d'entreprendre un certain nombre d'initiatives. J'en citerai quelques-unes pour être concret et vous donner des exemples précis. Je pense notamment à toutes les solutions énergétiques intégrées au bâtiment. Ça, c'est fondamental puisque, par exemple, dans notre pays, 70% de la production de CO2 provient des transports et du bâtiment en général. Et ça nous a amené à travailler de plus en plus avec les promoteurs et les aménageurs. Parce qu'un des éléments disruptifs que vous mentionnez, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille plus seul. On travaille avec d'autres acteurs. On sort de nos couloirs de nage parce qu'on sait que les réponses elles sont plus globales que l'objet sur lequel nous travaillons en termes d'activité professionnelle. De la même façon que le véhicule électrique, il ne peut être conçu que dans un travail en commun, ce qui est en cours, entre l'ensemble des constructeurs automobiles, des fournisseurs d'énergie, des constructeurs de batteries, des constructeurs de bornes. On ne travaille plus seul dans le développement de la mobilité électrique. De la même façon que dans la gestion des villes, il est évident que les systèmes publics associés à des activités techniques, l'eau, l'assainissement, les déchets, les transports, les télécoms, doivent être interfacés et fonctionner en synergie pour être demain plus opérationnels. Et on va aller de plus en plus au-delà de la planification urbaine sur de la gestion mutualisée de services publics intégrés. Alors, EDF a des moyens en propre, je vais finir de vous répondre, évidemment, qui sont importants, mais qui, à l'échelle des enjeux mondiaux, restent modestes. Donc nous avons 2000 chercheurs qui travaillent sur un certain nombre de projets et de démonstrateurs sur des nouvelles technologies dans le secteur énergétique. Et puis surtout, on travaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des partenaires. Alors pour prendre l'exemple de Marseille, c'est par exemple le travail que nous menons entre la R&D d'EDF et la Régie des transports de Marseille pour faire évoluer les solutions de charge afin de transformer le parc de la régie en mode électrique dans les années futures.
C'est également, la directrice du port en a parlé ce matin, des systèmes énergétiques performants à base de ressources décentralisées, l'eau de mer par exemple, qui nous a permis de réaliser un très beau programme avec Eiffage, 70 000 m² construits, avec une boucle d'eau tempérée qui permet de produire du chaud, produire du froid, 70% de NR et une baisse de la facture énergétique de 30%, avec cette particularité d'avoir des bâtiments qui sont solidarisés en matière d'offres et de demande énergétique. Et puis un dernier rapport avec le projet Thalassia. C'est exactement ça. C'était Thalasso, qui est un projet extraordinaire. Qui est un très beau projet qui existe ailleurs dans le monde. Mais oui. Ce projet Massileo, qui sera bientôt inauguré, a comme particularité en Europe d'être le premier projet où l'ensemble des bâtiments sont solidaires sur le plan énergétique. Encore une fois, on ne travaille plus simplement sur un objet unique, mais on travaille sur un quartier 70 000 m², où l'offre et la demande est régulée non plus au niveau d'un bâtiment, mais d'un ensemble de bâtiments. Et qui fait baisser la facture au final. 30% de baisse de facture énergétique et 70% de production de NR et puis de CO2 évité, puisque évidemment le but du jeu c'est de décarboner. Donc pour ce projet Massileo, ce seront chaque année 600 tonnes de CO2 évité en production d'énergie. Voilà. Et puis un dernier exemple pour ne pas être trop long. Tous les appels à projets, puisque ce sont des mondes nouveaux, avec des contrats nouveaux, de nouveaux modèles économiques, on en reparlera, qui nécessitent de la liberté afin que l'ensemble des professionnels puissent s'exprimer. Donc c'est dans ce sens que nous répondons sur l'ensemble des appels à projets des grandes métropoles, qui nous laissent la liberté de nous marier avec un certain nombre de professionnels. Je parlais des aménageurs ou des promoteurs immobiliers. Nous avons réalisé un très beau projet avec le groupe Pitch Promotion dans le cadre du Grand Paris à Sénart et on s'en félicite bien entendu. Voilà, j'étais un peu long, pardonnez-moi, mais, merci, mais la question était complexe. Oui, oui. Alors, Gemma Ginty, je me retourne vers vous. You work at the Future Cities Catapult. I'm going to present Future Cities Catapult, but if you correct me, you can correct me. It's a think, but also a do tank. Insofar as you give the cities tool to experiment what a smart city can be. And your primary focus is to support the smart cities market from the demand and supply side in order to, for the UK's middle and small enterprises to grow in this sector. And you are Urban Futures lead, so responsible, you have a responsibility, a high responsibility in the Future Cities Catapult based in London, and you lead a team of designers, but also of technologists. Is this multidisciplinary team and work essential to develop smart solutions for city? Mr. Frémont just right now spoke about this necessity to work together to propose smarter solutions. What is your point of view? Okay. Thank you, Corinne, and thank you for the invitation to be here today. So I work for a company called Future Cities Catapult, and it's a new type of organization where you bring many different skills together. So my background is an architect. I practiced as an architect. So I'm no longer surrounded by architects. I now work with people whose specialism is in data science or in understanding the user, in doing user research, or in doing design in terms of interaction design. And so it's a new type of design team that we're creating to look at the future of cities. And I think that's both exciting but also challenging because we have new languages to understand in order to understand each other and work together. But it also reflects how we need the cities to work. So, you know, traditionally in cities you have the transport department, the energy part, the waste part. And actually getting them to work together, you need new ways of working in terms of kind of visualizing the process, but also thinking about what are the outcomes? How do we think about the user? And I think that is a kind of a big driver. I think Belair mentioned, you know, the people are the city, and I think we can't underestimate that in terms of we now have tools in terms of digital tools where they can participate in that process. They can have a voice, not just in terms of saying, I like it, but actually I can bring real value. And so that element of participation is a big change in terms of the architecture evolution and how we visualize cities and how we think about where the places we want to build. So.
Thank you, Gemma. Pascal Cramp, justement, cet élément de participation commune Gemma parlait de ce mix de différents métiers pour proposer des solutions pour les smart cities. Est-ce que c'est pas ça aussi, développer un écosystème, se colter avec, dans votre cas, différents métiers, différents publics, designers, les utilisateurs, mais aussi les investisseurs? Est-ce que coller aux attentes des investisseurs et des utilisateurs dans les deux sens, c'est pas un des aspects qui pousse à l'innovation dans votre écosystème urbain? Si, bien sûr, vous avez raison. C'est un grand changement pour nous, promoteurs, de travailler sur des bâtiments et de travailler sur des écosystèmes. Le changement est fort, puisque quand on travaille sur des bâtiments, il nous fallait en gros 4 partenaires, un investisseur, un maître d'ouvrage, un architecte et puis une entreprise. Aujourd'hui, travailler sur des écosystèmes, il faut gérer des équipes de, je dirais, entre 20 et 25 partenaires. Je le vis en ce moment, donc c'est pas de la blague. 20 et 25 partenaires, pourquoi? Parce que les écosystèmes sont des équations à plusieurs entrées. Il y a l'énergie, il y a l'environnemental, il y a la mobilité, il y a la mixité des usages, il y a la culture pour le bien-être des habitants. Donc tout ça, ça nous entraîne sur des nouveaux territoires de réflexion. Et ces territoires de réflexion, curieusement, ce sont les sources où on trouve les start-up aujourd'hui qui fleurissent un peu partout. Et donc, quand on arrive sur ces territoires, on va aller chercher la start-up qui va répondre au mieux aux exigences du paramètre de l'équation. Après, l'idée aussi que nous avons, quand on crée des écosystèmes, mais ces écosystèmes qui sont fondés sur des équations, il suffit qu'un des paramètres change et il ne faut pas que l'écosystème s'écroule. Donc on travaille aussi sur une vision futuriste. J'ai qu'un exemple à vous donner, c'est la transformation, la mutation des bâtiments dans le temps. Aujourd'hui, on travaille sur un beau sujet. On va en parler. Juste en un mot, on travaille sur un beau sujet, c'est des parkings. Voilà, on est en avance sur l'arrivée des transports en commun. Donc, on construit 1500 parkings et on pense qu'à terme, après l'arrivée des transports en commun, il n'y aura plus besoin que de 1200 parkings. Donc, les 300 parkings manquants, on est en train de penser à les transformer en commerce ou en bureau. Voilà, et on fait tout pour que l'architecte prenne ça en considération. Donc effectivement, est-ce que ça a à voir avec cette notion de réversibilité la réversibilité des bâtiments, absolument. Des bâtiments neufs, mais quid des bâtiments anciens? Est-ce qu'on ne peut pas se dire que, je sais qu'un des volets de votre activité, c'est le repositionnement d'immeubles et les mutations de bâtiments, des bureaux qui se transforment en hôtels. À Paris, il y a eu un projet récemment. Est-ce que vous pensez que dans un... Alors ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est en lien avec ce que vous disiez dans ce contexte de forte démographie. Est-ce que ce n'est pas des solutions d'avenir, c'est-à-dire repositionner, réinvestir des bâtiments déjà existants pour éviter l'extension urbaine Alors, oui, et c'est plus écologique aussi. Oui, bien sûr. Alors, donc, nous, dans les nouveaux projets que nous inventons, les écosystèmes que nous intégrons cette donnée-là qui est la réversibilité à terme des bâtiments. Donc on prévoit de leur donner des formes qui peuvent s'adapter à du logement, à l'hôtellerie. Là, les parkings, c'est assez exceptionnel, mais voilà, on en tient compte. Après, travailler sur un tissu urbain existant qui n'a plus sa place dans un marché, et notamment les bureaux essentiellement, pour les transformer en logement, oui, on fait. On a même transformé un garage en école. Donc la technique peut s'adapter à tout, permet aujourd'hui beaucoup de choses. Pour autant, ça restera quand même des opérations assez marginales. Dieu merci, parce que le marché des bureaux, il a encore toute sa pertinence. Il n'y a que l'obsolescence des bâtiments qui fait qu'un immeuble de bureau peut perdre sa crédibilité sur le marché et ne plus avoir d'utilisateurs potentiels. Mais ça ne peut pas être, pour revenir dans le quantitatif, une source de restructuration des villes, malheureusement. Merci. Frédéric Plasson, une mutuelle... dans ses fondements, porte des valeurs fortes, des valeurs d'équité, des valeurs de solidarité. Si on va à l'extrême, on pourrait se dire qu'une ville-monde peut être envisagée sous l'angle de la compétition, de l'exclusion par la loi de l'argent. Est-ce qu'une mutuelle peut être un acteur pour un monde urbain plus vivable,
notamment grâce à le positionnement de votre gouvernance. Vous avez une gouvernance qui est une gouvernance non lucrative et à forte vocation d'utilité sociale. Oui. Alors, on a parlé du bien vivre et du bien vieillir ensemble. Je pense qu'on peut être un acteur de bien vivre et de bien vieillir par le logement, mais on peut et on doit l'être aussi avec la santé. Et comment est-ce qu'on accompagne par la santé ? Notre positionnement, effectivement, Harmonie est une mutuelle, donc avec une gouvernance particulière, donc avec une gouvernance, donc on appartient à nos adhérents, avec un fonctionnement d'élus qui participent à la vie managériale de l'entreprise, avec effectivement une vocation non lucrative et une utilité sociale et sociétale forte. Pour reprendre ce qu'on disait en préambule, être un acteur global de santé, c'est être présent non pas seulement en acteur de santé qui rembourse des frais de soins, mais c'est comment effectivement une mutuelle est un acteur global parce que présent dans des établissements de soins, parce que présent dans des centres optiques, dans des cliniques, dans des EHPAD et dans des soins qui distribuent effectivement auprès des personnels en difficulté. Donc ce positionnement-là nous permet d'avoir une vision globale, d'être un acteur de santé global et d'accompagner dans des grandes villes la santé pour tous, je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui sont effectivement favorisés, des gens qui sont plus défavorisés. Quand aujourd'hui on accompagne du public bénéficiaire du CMU ou de l'ACS, ça veut dire que aussi on va accompagner ce public-là dans un soin de qualité sur l'ensemble des parcours de vie. Et ces centres dont vous parlez, ces centres de soins, ces EHPAD, ces centres d'optique dentaire, vous dites que ce sont des bêta-testeurs. En quoi est-ce que ce sont des bêta-testeurs ? Oui, on parlait tout à l'heure. À quelle fin ? Alors, on parlait effectivement tout à l'heure, on a commencé à parler des startups qui interviennent en fait dans une forme de distribution de l'ensemble de nos modèles. Quand on travaille autour de l'innovation, autour de la santé, vous avez beaucoup d'acteurs et quand on veut être un acteur technologique aux soins et au service en fait de l'innovation sociale et sociétale pour le parcours de soins et de santé, on va effectivement rencontrer des gens qui vont transformer en fait l'accès à la médecine. On parle beaucoup de la téléassistance, on parle beaucoup de la télémédecine, on parle beaucoup en fait des objets connectés. Comment en fait aujourd'hui, quand on voit la démographie qui va évoluer, qui évolue déjà, mais c'est une vague qui va nous submerger dans les prochaines années. Comment est-ce qu'on va accompagner le bien-être en fait des habitants des grandes villes, mais aussi de la campagne, mais aussi des grandes villes, pour le bien vivre et le bien vieillir, grâce à une transformation digitale et numérique, avec des objets connectés à distance. Et quand je dis qu'on a des établissements qui sont des bêta-testeurs, c'est-à-dire qu'on va rencontrer un certain nombre de start-up qui vont nous présenter des projets et qui vont nous dire, voilà, j'ai aujourd'hui testé, je vais prendre un exemple très pratique, j'ai testé quelque chose pour accompagner sur l'attention, sur le sommeil, sur l'asthme pour les enfants. Est-ce que je pourrais effectivement tester mon modèle et mon BP dans un de vos établissements ? On a toute une partie d'Harmonie Médicale Service qui distribue du matériel médical. Comment effectivement je peux faire le lien et tester en fait un certain nombre d'outils connectés en distribution et de tester directement auprès de nos adhérents ou de nos non-adhérents pour voir comment cet outil connecté ou ce service peut améliorer le parcours de soins des habitants. Alors, mais je devais donner la parole à un autre speaker. En fait, cette e-santé, ces nouvelles technologies vous permettent aussi d'agir en préventif en même temps que d'agir en curatif. Quand vous parlez de l'asthme pour les enfants dans les villes, c'est ça, c'est-à-dire que on ne fait pas de la santé si on ne fait pas de prévention. On ne peut pas être que dans le curatif. Donc aujourd'hui, on parle de la e-santé, mais on parle aussi de la e-prévention. Les objets connectés servent à faire de la prévention, mais pas que. Ils peuvent intervenir en termes de curatif. Donc aujourd'hui, toute la partie de la prévention, et d'ailleurs Harmonie se positionne comme étant un acteur de prévention, de santé et de prévoyance. Mais la prévention en premier. Parce qu'aujourd'hui, intervenir en termes de prévention, on parle beaucoup du sommeil, de la nutrition. On a énormément, aujourd'hui, c'est plus d'1 million de personnes qui ont été accompagnées dans le cadre de la prévention. Et tout individu, on fait beaucoup de manifestations pour accompagner et pour que cette révolution ait lieu, mais ça se fait par la e-prévention, par la e-santé et par de la proximité. D'où je rejoins votre question sur notre positionnement. Aujourd'hui, un vrai défi dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est l'accompagnement des aidants, puisque cette modification démographique va amener effectivement un vieillissement de la population. Et de fait, on va avoir besoin du soutien des actifs avec comment est-ce que les aidants vont pouvoir continuer. Aujourd'hui, c'est presque 5 millions d'aidants.
qui sont pour la moitié... Avec un statut qui va être reconnu Avec un statut pour lequel on œuvre effectivement pour que ce soit un statut reconnu dans l'entreprise. Et aujourd'hui, sur ces 5 millions d'aidants, c'est la moitié qui sont actifs et qui ont besoin de continuer à travailler. Et quand je fais de la e-prévention, justement, pour rebondir, avec les aidants, c'est que je mets en place des communautés, je mets en place des forums pour bénéficier et que ces aidants puissent avoir accès à des aides spécifiques pour les accompagner dans cette période de leur vie. Et des aménagements dans les entreprises, j'imagine aussi au niveau du temps de travail. Voilà. Enfin, oui, il y a le don de RTT, par exemple, qui peut se mettre en place. Tout à fait. Thierry Jacquinou, on revient aux gares et au flux. On en parlait, on l'a un peu évoqué. 10 millions de voyageurs transitent par une gare en France chaque jour. La gare de Marseille, c'est l'un des lieux qui concentre le plus de flux. Comment vous préparez-vous à cette concentration et cette augmentation des flux, de toute façon, qu'on a du mal d'ailleurs peut-être à quantifier, et comment allez-vous accueillir ces évolutions de flux qui sont quasiment, on pense, irréversibles ? Alors tout d'abord, effectivement, les gares aujourd'hui sont les lieux dans les grandes villes, comme d'ailleurs dans les villes moyennes ou petites villes, qui concentrent le plus de flux au sein des centres urbains. Et cet effet, cette évolution, va s'accentuer dans les années futures. Alors pour s'adapter, il y a 2 temps. Je dirais, il y a le temps de la construction, le temps des nouvelles infrastructures, le temps des grands projets de gare, qui sont des temps longs, des temps de concertation, des temps où le politique intervient pour définir quelle est l'urbanisation, quel est le nouveau centre-ville que l'on souhaite. Et il y a également le temps de l'usage, qui est un temps plus court, qui est le temps de comment j'adapte le lieu aux flux qui arrivent et qui arrivent de plus en plus nombreux et qui arrivent différemment, puisque une des évolutions fortes de la digitalisation de la société, c'est cette évolution très forte des besoins et des usages, et cette évolution très rapide. D'où je reviens à ce besoin d'adaptabilité, de mutabilité de ces lieux, entre donc des ensembles, donc il faut dimensionner suffisamment grand, suffisamment important, pour qu'ils puissent accueillir techniquement l'ensemble des flux, et l'adaptabilité des services, des commerces et des besoins au sein de la gare, voilà, qui eux vont muter, bouger très régulièrement dans le temps de vie de ce bâtiment et auquel on va s'adapter. Donc voilà, c'est sur ces 2 aspects. Donc si on prend le temps long, voilà, à Marseille, on a l'exemple de la nouvelle gare de Marseille-Saint-Charles, la gare souterraine, qui devrait désengorger l'ensemble du système ferroviaire de la métropole. Si on parle de temps court, c'est évidemment tous les commerces que vous voyez arriver dans les gares, qui ont en plus un support économique très important aux besoins de mobilité, ou des systèmes peut-être encore plus simples et plus digitaux. Si je prends un exemple, il n'est pas très loin, mais il n'est pas à Marseille. Ce sont à Monaco, par exemple, on a des batteries d'ascenseurs, un très grand nombre d'ascenseurs, et ils apprennent les usages des voyageurs, et petit à petit se positionnent heure par heure, minute par minute, seconde par seconde, là où on va les appeler. Voilà. Et avec la même batterie d'ascenseur, on fait x2 en flux sur le dispositif. Ça vous permet de gérer ces flux qui croissent. Je me retourne vers Gemma et I'd like to speak about the digital technology, of course, and how it plays a major role for you in reimagining spaces, city spaces and systems. Could you tell us how the question of the sharing of the data sets is important and is handled within your work? I'm thinking of Bristol, where you take the data from the city and you establish maps of public, for example, hi-fi spots. There's a map of Bristol crime, which exists owing to the data, and a map where you can find all the spots where you can find recharger for electric vehicles. So how do you handle this question of the data sets? Because it's a very sensitive question in France, how to exploit the data and how the public react. Okay. Thank you for the question. I think what's useful to think about the data is the cities are speaking a new language. I suppose they're waking up and they're giving us insights about what is happening and what are the patterns that we couldn't see with our visible eyes. I think the main thing is that it needs to be useful. And if people
it can extract value for the city. And one of the examples is on a tool we're developing called Growth Planner. And this came about in terms of planning. In Belfast? In Belfast, yes. And in but not only? In Manchester as well. It started in Manchester. And it started with the city council, a company called Arup, they're an engineering company, and the Catapult, looking at how you can bring all the various data sets in terms of planning a development. So planning what is the capacity for energy, what is the capacity for waste, gas, water, all the utilities. And this process normally takes, very long time in terms of trying to contact all the different providers. So the tool that we developed was to bring these data sets together so that you could see, with a web-based tool, what is the capacity to see, can we build, X number of businesses or X number of homes? And it means that when the planning authority can see if there's capacity in that area, the utility providers can see where the places they should be expanding relating to the planning. So it's building this intelligence into the site that it makes it easier to plan for the future. So going back to the question in terms of kind of privacy, this is kind of more the base level of just kind of getting the city to work better. Then I suppose it's then getting into what does it tell you about the insights of how people are using the city, and I think that's in the next level of services. And that might be a kind of another exploration in terms of what are the new ways to use the city? How can I actually get better access to the things I want? Because we're moving from a kind of a city of just capital assets to places where you can access spaces, services, cars. And you also implement platforms where citizens can discuss or have dialogues with the city council and report what they see in the city. So it's a sort of new e-governance that the city councils want to develop, I suppose. Yeah, I suppose this is an emerging area, and I wouldn't say it's fully formed. The city councils are trying to catch up in terms of responding to the needs of citizens. And city councils, like everywhere in the world, are suffering cutbacks where they have to do more with less. The expectations are growing. So your user is saying, well, I'm getting a great service from my Spotify or my Facebook. Why can't the council respond in the same way? And the councils, have to think about how do we get the information we need to the right people at the right time, being more intelligent about the platforms we use and the information that we have. So that's a kind of a process of evolution, and I'd say we're more at the foothills rather than say that the solution is, the citizen is fully engaged and is getting what they want. Thank you, Gemma. Je me tourne vers Thierry Jacquinot et on va parler un peu de mobilité. Aujourd'hui, différents types de mobilité existent. On a et apparaissent dans l'environnement urbain. On a la mobilité lourde, les mobilités alternatives, les multi-mobilités, les transports collectifs, l'autopartage, la marche à pied. Est-ce que vous les considérez comme étant concurrentielles ou est-ce que vous pensez qu'elles peuvent coexister en tant que service dans une gare qui embrasserait tous ces modes de mobilité, dans tous ces objets de la mobilité? Je ne pense pas que toutes les mobilités soient concurrentielles. Si aujourd'hui on parle, et c'est le thème du jour, des grandes métropoles et des grandes villes, je dirais qu'il y a deux types de mobilités qui sont concurrentielles. Mais de manière un peu brutale, il y a celles qui polluent et il y a celles qui polluent moins. Je pense que si on veut avoir des villes où il fait bien vivre, où on fait la promotion de l'épanouissement des individus, quelque part aussi le respect des ressources, il faut aller vers le développement d'un certain nombre de mobilités dites douces, ou en tout cas à faible empreinte carbone. Et ces mobilités-là qui font peu ou prou toute partie du transport collectif, on les accueille avec énormément de plaisir dans les gares. Je ne manque pas de le dire à Marseille, la gare de Marseille-Saint-Charles est la 10e gare de France, première gare de la région PACA, deuxième gare routière de la région PACA, plus grosse station de métro de Marseille et aux portes d'un très très gros site universitaire. Ce sont des vrais centres de vie, il n'y a pas de concurrence entre l'un et l'autre.
Il faut arriver à tous les accueillir, à permettre, à faciliter le changement de l'un et l'autre et le choix. Je crois que... Et le choix pour les usagers, parce que c'est ça avant tout qui compte, cette offre de qualité et de diversité des différents types de mobilité. Je reprendrai les mots de Jean-Pierre Sérus, qui est vice-président de la métropole, qui disait « La mobilité, c'est la liberté c'est le choix ». Et je pense qu'il avait vraiment raison quand il disait ça. Nous, en tout cas, notre parti pris, c'est d'accueillir la plupart des mobilités au sein des hubs que sont les gares, parce que ça va faciliter les déplacements et la création de recherche au sein de la ville. Merci. Il nous reste quelques minutes. Jean-Pierre Frémont, on parle de mobilité et de mobilité électrique, puisque vous êtes président de Sodetrel, et Sodetrel, effectivement, filiale mobilité électrique, c'est un enjeu et c'est un objet d'étude. Quels enjeux, justement, face à ces services qui sont nouveaux et qui sont demandés en ville? Quid de la mobilité électrique et quel impact ça a sur aussi les grands constructeurs automobiles? Est-ce qu'il y a des attentes des utilisateurs? Est-ce qu'à un moment donné, tout ça arrive à se connecter? Je vais essayer d'être concis. Oui. D'abord, pour rappeler que la mobilité électrique devrait permettre d'accélérer la transition énergétique vers un monde plus décarboné. Dans le monde, quand on produit 1 kWh d'électricité, on produit dans le même temps 500 grammes de CO2. En France, du fait d'un mix énergétique historique adossé à la fois au parc nucléaire et à l'hydraulique, très clairement, nous avons une production de 15 grammes seulement de CO2 par kilowattheure produit. Je le rappelle parce que ce sont des éléments d'appréciation importants. Dans le même temps, nous observons, et je vais venir à la réponse que vous avez faite, à la nécessité à la fois de développer les énergies renouvelables, et les nouvelles technologies le permettent. L'autoconsommation va l'accélérer, et demain, le stockage de l'électricité le consacrera, notamment pour la mobilité électrique. Donc il va falloir coupler ces mix énergétiques nationaux avec des mix énergétiques locaux, ou l'association de systèmes énergétiques décentralisés, valorisant les ressources locales, avec le croisement du numérique et du digital, qui vont permettre au fond à l'ensemble des consommateurs et des usagers de devenir acteurs de leur propre système de production et de consommation, vont être une véritable révolution. Les métropoles, je le rappelle, notamment depuis la loi MAPTAM en France, ont la compétence en matière d'énergie, donc sont en situation aujourd'hui d'avoir des politiques mutualisées qui regroupent leur production décentralisée, les ressources locales, la gestion des transports publics décarbonés, les réseaux de distribution électrique, les réseaux de chaleur, les réseaux de froid, les réseaux de gaz. Et toutes ces politiques doivent converger sur, au fond, j'allais dire, une planification long terme de décarbonation de ces territoires. Et j'en profite pour saluer la présence de monsieur le maire de Marseille, qui a, depuis un certain nombre d'années déjà, pris des initiatives extrêmement importantes en matière de décarbonation des territoires, notamment par des politiques environnementales extrêmement soutenues. Je rappelais, monsieur le maire, avant votre arrivée, que la R&D d'EDF travaillait avec la RTM pour transformer à terme l'ensemble du parc des transports en commun en mode électrique. Puisque 70%, encore une fois, des productions de CO2 viennent soit du bâtiment, soit des transports publics. Alors, pour finir sur votre question, s'agissant de la mobilité électrique, nous, on est positionné sur la dimension associée aux infrastructures de charge. Pourquoi ? Parce que les constructeurs ont exprimé auprès de l'Union européenne le fait évident que développer la mobilité électrique sans infrastructure de charge, sans ce schéma directeur qui sécurise au fond les constructeurs quand ils vendent ces véhicules, n'avait pas d'avenir économique si ce n'existait pas. Donc on s'est spécialisé sur deux axes. Les axes d'infrastructure de charge sur les grands réseaux autoroutiers. L'ambition de l'Union européenne étant de sécuriser ses parcours sur le maillage autoroutier européen. Et puis sur la mobilité, sur le dernier kilomètre, et là je rejoins mon collègue de la SNCF qui évoquait ces enjeux, notamment avec la difficulté accrue pour les véhicules d'évoluer dans les centres-villes. Il est évident demain qu'on achètera plus du service
sur le dernier kilomètre électrique. Et donc, ça nécessite là aussi une bonne compréhension des usages, des besoins au service de chacun des automobilistes. Merci à Monsieur Crambe. Vous aurez le mot de la fin parce que j'aurais souhaité que vous parliez de ce projet, le Belvédère à Bordeaux, qui est un projet de quartier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et vous disiez que c'est un écosystème en soi. Oui, bien sûr. Alors, je suis un peu désolé, c'est à Bordeaux. J'aurais aimé que ce soit à Marseille, mais bon. Donc, cette expérience, en fait, elle est assez novatrice puisque c'est l'OIN qui avait lancé un gros appel d'offres sur un territoire neuf, non urbanisé, ce qui permet d'aller évidemment beaucoup plus vite dans le développement du quartier. Donc, ils ont lancé à l'échelle d'un quartier, donc un écosystème, un appel d'offres que nous avons remporté avec Altarea Cogedim et Nexity. Il s'agit de construire 141 000 m² répartis en 50 000 m² de bureaux. Donc ça, la programmation est restée à la charge des élus. C'est à eux de définir leur vision de la ville et Dieu merci, c'est bien comme cela. Donc, ils avaient défini 50 000 m² de bureaux, 73 000 m² de logement et 18 000 m² de commerce et services. Les services, c'est l'hôtellerie, les résidences-services. Et donc, on a remporté cet appel d'offres. Et on a découvert tout le plaisir de travailler avec nos camarades du logement, nos camarades du commerce. C'est pas toujours simple, mais au moins ça fait. Équipe. Non, mais c'est pas simple parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Eux sont dans le B2C, nous on est dans le B2B. Le commerce a d'autres exigences. Et le commerce nous impose sa loi en matière de rez-de-chaussée. Or, les rez-de-chaussée, c'est essentiel pour tout ce qui est déchets, pour tout ce qui est les vélos, etc. Bon, donc ça fait plein de problématiques que, pour une fois, nous sommes amenés à régler tous les uns en face des autres. Et bon, voilà, ça fait des réunions assez houleuses. Mais je voulais dire ce qui est intéressant aussi, parce que là, on parle des smart, donc de tout ce qui ne se voit pas, par définition. Et là, on a travaillé avant tout grâce aux architectes et aux urbanistes, parce que c'est eux qui font les villes, il ne faut pas l'oublier. C'est eux qui fabriquent les espaces de demain où il fera bien vivre, bon vivre, et où l'intelligence viendra ajouter au bien-être de tous ses habitants. Donc, nous avons travaillé avec un urbaniste qui a œuvré pour refabriquer des places, parce qu'on avait un plan d'urbanisme proposé, mais on l'a retravaillé dans le souci de faire en sorte que la mixité des usages se passe bien, que les gens puissent se rencontrer. Donc on a créé des espaces, une grande place. On a élargi les voies, on a monté un peu les immeubles, encore une fois la densité, mais pour gagner en espace au sol. Voilà, donc je salue le travail des urbanistes et des architectes. Et puis, merci. Voilà encore un bel exemple d'écosystème où ces métiers se croisent et travaillent ensemble pour donner le meilleur et participer à l'intelligence des villes. Merci à vous, merci à tous les invités. Merci.